qu'est-ce que c'est l'histoire de Échappée, en fait? Je suis absolument bouleversé par un livre d'un écrivain allemand qui s'appelle Siegfried Lenz, La leçon d'allemand. Et je retrouve le même bouleversement en habitant le livre de Lenz que celui que je connaissais enfant quand je lisais des gros livres, et que ça me permettait en fait de ne plus être dans la vie triviale que j'aime pas beaucoup, et d'être enfin dans un livre, comme ça, avec de la lumière, de la beauté et tout ça. Et quand je découvre le livre de Siegfried Lenz, il n'y a pas si longtemps que ça, il me bouleverse tellement que je décide d'aller habiter les lieux du livre en Allemagne du Nord, là où ça se passe en fait. Et j'ai bien compris que ce livre prend pour personnage principal un peintre allemand que j'aime, que je connais, qui s'appelle Emil Nolde, et surtout que le dispositif du livre de Siegfried Lenz recoupe tous les thèmes qui me sont extrêmement chers. C'est-à-dire qu'en fait, si je le dis très vite, vous avez, au temps des nazis, en 1943, dans un village en Allemagne du Nord, un policier et un peintre, un très grand peintre. Et le policier reçoit l'ordre de Berlin d'interdire au peintre de continuer à peindre. Et ce policier, il a un enfant de 13 ans. Et cet enfant de 13 ans, c'est le narrateur du livre. Et ce qui est très beau dans cette histoire, c'est qu'en fait, le policier va demander à son fils de l'aider à empêcher le peintre de peindre, et qu'au fil du temps, ce petit garçon de 13-14 ans, qui habite dans une maison qui sent le chou et où il n'y a pas de livre, va découvrir en fait la culture à travers le peintre, qui est un vieux monsieur. Il va le regarder peindre et il va être de plus en plus ému par cet homme. Et donc on va voir la mutation d'un enfant qui passe d'un milieu où il n'y a aucune culture à l'ouverture à la vie qu'offre la culture. Et c'est en fait exactement ce que j'ai vécu enfant. Voilà. Donc j'ai compris avec le temps pourquoi ce livre m'avait tant bouleversé. Et je suis parti à Husum, en Allemagne du Nord, dans les lieux du livre, en me disant je ne sais pas ce qui va arriver. Le lendemain de mon arrivée à Husum, j'avais loué un appartement par internet, je me suis très curieusement mis à écrire. C'est-à-dire que je n'étais même pas encore sorti en ville, je suis arrivé en train, je déteste l'avion, j'arrive lentement dans les endroits, donc j'arrive en train. Je sors de la gare, je vais dans l'appartement que j'ai loué, puis je regarde un peu, et le lendemain matin, je me mets à écrire tout de suite. C'est extrêmement bizarre, parce que j'ai toujours écrit sans plan, mais là c'est presque une caricature du processus, c'est-à-dire je ne sais même pas ce que je vais écrire comme livre, mais j'ai tellement envie d'écrire, parce que ce lieu m'inspire tellement que je me mets à écrire. Et puis, au fur et à mesure, je loue un vélo et je commence en fait à enquêter. Où habitait le peintre, où habitait le policier? Est-ce que le village de Rugbuhl existe vraiment et je le cherche? Je commence la vie comme ça. Et peu à peu, tout en travaillant l'après-midi, en rencontrant des gens, en roulant dans ce paysage absolument magnifique comme ça, très gris en hiver, avec la neige, la pluie, le vent et tout ça, la mer. Peu à peu, en fait, je continue à écrire sur tout ce qui m'arrive. Et puis, c'est très joli, en fait, la naissance d'un livre. Parce que vous écrivez 10-12 chapitres, et ces 10-12 chapitres n'ont aucune légitimité si à un moment le livre ne se met pas à décoller. Et tout d'un coup, en fait, le livre se met à décoller à partir du moment où le personnage principal, le narrateur, Augustin, rencontre Suzanne. À ce moment-là, il se passe quelque chose, parce que Suzanne va devenir son amante, mais elle va aussi devenir la traductrice des lettres que le narrateur est censé retrouver, des lettres d'amour écrites par la deuxième femme d'Emil Nolde. Emil Nolde est veuf à ce moment-là, c'est un très vieil homme. Et puis, il y a une jeune fille, très jeune, qui a que 25 ans, alors que lui en a 80, qui veut venir le prendre en photo chez lui, et elle tombe amoureuse de lui. Et en fait, cette histoire est très très belle, et les lettres existent en allemand, et c'est Suzanne, cette femme que rencontre le narrateur, qui va les traduire. C'est comme ça qu'ils vont devenir amants. Et les deux histoires d'amour, celle d'Emil Nolde et de Jolante, tous les deux morts, vient en écho de l'histoire au présent que va vivre que vont vivre Suzanne et Augustin. Ça fait longtemps que je connais la peinture de Nolde, et donc je connaissais toutes les toiles qu'il a peintes de Jolante, de cette jeune fille. Mais je n'ai aucune lettre d'amour véritable. Donc pour mon roman, j'ai inventé
les lettres d'amour que Yolande a écrites à Nolde. Et puis aussi que lorsqu'elle est morte, Yolande, elle est morte en 2010, elle a demandé à être enterrée avec toutes les lettres du peintre. Donc on n'aura jamais les lettres du peintre. Mais on a les lettres de Yolande puisque c'est moi qui les ai inventées, donc il n'y a pas de problème. Et je vais lire la première qui introduit leur histoire d'amour. La première lettre est datée d'août 1947. Yolande est retournée chez ses parents à Flensbourg et c'est de là qu'elle écrit au peintre. Elle lui raconte la journée de juillet où son cœur a basculé. Elle s'est réveillée tard ce matin-là et quand elle est descendue, elle a trouvé Nolde en train de peindre. Il était debout devant sa toile en contrebas de la maison avec son manteau aux larges poches et son éternel chapeau. « Je vous ai dit bonjour de loin, écrit-elle, mais vous ne m'avez pas répondu. J'ai deviné en m'approchant que vous vouliez attraper les nuages qui filaient au-dessus de la petite maison, de l'autre côté de la route, la petite maison qui était déjà esquissée sur la toile. Vous scrutiez le ciel, puis vous reveniez à votre palette avant d'étaler du gris. Mais ce gris-là ne vous convenait pas, sans doute, car vous bougonniez comme en colère. Je me suis demandé si ça m'était adressé, mais non, c'était contre vous que vous en aviez, contre votre difficulté à trouver le bon gris. J'ai compris que je ne devais pas vous déranger, et je me suis tenu en retrait. J'ai passé la matinée assise sur le talus au-dessus du petit étang de votre jardin. De là, je pouvais vous observer de profil. Votre visage émacié par le deuil, et, dans l'ombre portée du chapeau, la vivacité de votre œil clair qui témoignait de la fièvre qui vous habitait. Vous étiez au travail. Chaque parcelle de votre personne engagée dans la création de cette toile, dans la quête de ce gris qui vous résistait, et je devinais que jamais vous ne renonceriez. Vous tomberiez plutôt que de renoncer. Cette toile était peut-être la 2/1000e de votre œuvre immense, elle vous tenait tête, vous auriez pu envoyer tout balader, personne ne vous l'aurait reproché, personne ne l'aurait même su, à part moi que vous n'aviez pas vu. Mais non, vous étiez dans le même tourment qu'en 1901, l'année de vos 34 ans, quand vous composiez, avant le lever du soleil, l'une de vos premières œuvres, et trembliez à l'idée de ne pas devenir l'artiste que vous pressentiez.